Merci, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette session donc intitulée Institutions, confiance et croissance, qui a été préparée par Pierre Jacquet, qui va l'introduire dans un instant, et puis Philippe Aghion, économiste à Harvard, qui va nous permettre d'engager le sujet en donnant les points essentiels sur lesquels ensuite nous aurons notre discussion. Et puis, exercice toujours un petit peu douloureux pour nos intervenants, on leur demandera une courte présentation des idées qu'ils souhaitent défendre et nous espérons, alors on finit par le dire, nous espérons, mais non, nous allons discuter avec vous ensuite pour la fin de la session le plus largement possible, accueillir vos questions. Merci Pierre Jacquet de commencer votre présentation et ensuite j'introduirai les différents intervenants. Merci Dominique. Évidemment, quand on a un sujet aussi vaste, institutions, confiance et croissance, on se demande comment l'aborder et il me semble qu'il y a trois questions qui viennent à l'esprit. La première, c'est qu'est-ce qui compte dans ce sujet? Quels sont les éléments forts qu'il faut regarder? La deuxième, c'est comment on définit, comment on suit l'évolution, comment on mesure, pas nécessairement quantitativement, peut être de la mesure qualitative, mais comment on essaye de dresser un bilan de ce qui existe et de l'évolution. Et puis la troisième question, évidemment, c'est comment on agit, quelles sont les modalités de l'action, quelles sont les possibilités de l'action. Alors je voudrais, moi, en ouverture, mettre l'accent sur 4 idées importantes. Quand un universitaire commence à regarder le thème institution et croissance, eh bien, il fait des corrélations, il regarde, il essaye de comprendre les dynamiques de causalité. Eh bien, la première excellente nouvelle, c'est qu'on ne sait pas bien, c'est que la causalité est croisée. On pourrait dire on n'a pas besoin d'études universitaires très poussées pour arriver à cette conclusion, mais c'est sympathique de pouvoir la vérifier avec du travail sérieux. Et le travail sérieux conduit à des désaccords, c'est-à-dire qu'il y a des travaux sérieux qui montrent une causalité dans un sens, et des travaux tout aussi sérieux qui montrent la causalité dans l'autre sens. Et finalement, la démarche que l'on va peut-être engager dans cette table ronde, c'est de dire que le problème à s'y poser, institution et croissance, il est beaucoup trop agrégé. Il faut le désagréger et essayer de comprendre quelles institutions peuvent compter pour quelle croissance. Et quand on pose cette question, on est amené, et c'est la deuxième idée que je voulais mentionner, assez vite à la conviction qu'il n'y a pas de modèle institutionnel unique. Il y a des institutions, chacune de ces institutions va pouvoir jouer des rôles particuliers. Le système institutionnel va dépendre des moments de l'histoire. Philippe Aghion, qui est à cette table, a fait plusieurs papiers sur le sujet dans lesquels il montre le rôle de différents systèmes institutionnels dans la promotion de l'innovation, dans le rattrapage de l'innovation. Je crois que ces idées sont extrêmement importantes parce que précisément elles donnent une clé de désagrégation, elles permettent de comprendre que le sujet ne se ramène pas à la causalité entre institution et croissance, mais permet d'affiner l'analyse et l'action. Troisième idée, ce qui compte, c'est pas tant l'état institutionnel, mais c'est aussi la compréhension de la dynamique de changement institutionnel. Et il y a des travaux extrêmement importants aussi dans la littérature économique, mais pas seulement, pour essayer de comprendre ce qui caractérise le changement institutionnel et les conditions nécessaires et suffisantes parfois pour que ce changement institutionnel puisse se produire. Ce que ces travaux ont d'intéressant, c'est qu'ils montrent que le sujet n'est pas purement économique. C'est un croisement de sujets d'économie, de sociologie, d'anthropologie, de sciences politiques, de psychologie également. Et peut-être que ce qui manque aujourd'hui à nos travaux, c'est d'être capable de croiser des différentes dimensions pour améliorer la compréhension du problème. Et puis toute dernière idée que je voulais souligner, une fois qu'on a réfléchi à toutes ces dimensions, la question de l'action évidemment est essentielle. Comment est-ce qu'on agit? Nous avons autour de la table des décideurs qui sont amenés à prendre tous les jours des décisions d'action. En quoi ces décisions sont guidées par l'analyse institutionnelle? Comment est-ce qu'on contribue à la construction d'institutions? Comment les agences d'aide au développement, puisque j'appartiens moi-même à l'Agence française d'aide au développement, l'Agence française de développement, comment est-ce que nous pouvons faire pour aider de façon intelligente au changement institutionnel? Ce n'est pas par l'exercice d'une conditionnalité stricte fondée sur des indicateurs quantitatifs de bonne gouvernance, et c'est justement l'une des conclusions auxquelles toute cette réflexion permet de conduire. Donc voilà un certain nombre de questions en ouverture. Je vais m'arrêter là parce que je crois que ce qui compte, c'est précisément le débat entre les différents intervenants, et je repasse donc la parole à Dominique Rousset.
Je voudrais parler du rôle de l'État dans la croissance, en fait, et à la lumière donc de ce qui a été écrit sur institutions, confiance et croissance, de voir comment ça fait repenser le rôle de l'État. Depuis, disons que dans les années 80, il y a eu la vague Thatcher-Reagan. De nombreux économistes et décideurs politiques ont identifié la nécessaire évolution vers des marchés plus flexibles, vers davantage de concurrence, avec la nécessité d'un État minimum. Et je crois que la crise récente est venue secouer ce dogme ultralibéral et suggérer que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tant de moins d'État, mais de ce que Tony Giddens appellerait l'État intelligent. À mon sens, pour assurer une croissance forte et durable, un État moderne doit remplir 3 fonctions essentielles. D'abord, l'État doit investir dans l'innovation, la formation et le savoir, parce que les agents privés, typiquement, n'internalisent pas la valeur sociale de l'innovation, et des fois, ils tendent à innover dans des mauvaises directions, par exemple dans l'innovation qui est sale et pas l'innovation propre, par exemple. Donc on sait très bien que la santé, l'éducation, la R&D, particulièrement l'éducation supérieure dans les pays développés, ça stimule la croissance. Et là, vous parliez de causalité, on a fait des études qui montrent que la causalité va quand même beaucoup dans le sens dépenses d'éducation et gouvernance d'éducation supérieure vers la croissance. Alors vous allez me dire, mais ça c'est une tarte à la crème, mais cette tarte à la crème, elle soulève des questions délicates. Je voudrais en mentionner 2. 1, on doit faire des coupes budgétaires maintenant, puisqu'on doit trouver des économies, on doit, comme tous les pays européens, on doit réduire notre dette publique et maîtriser nos déficits. Où faire et ne pas faire les coupes? Est-ce que, en supprimant trop de postes de profs ou dans la santé, on ne risque pas de se tirer une balle dans les pieds et de réduire notre potentiel de croissance et donc de réduire notre capacité à surmonter les déficits publics dans le futur? Donc, où sont les bonnes et les mauvaises économies? Deuxième question délicate. Comment réconcilier politique de la concurrence et politique industrielle? On est tous d'accord qu'il y a des secteurs porteurs, comme le numérique, la croissance verte. Comment pousser ces secteurs sans tomber dans le défaut de peak winners, de prendre des champions, de tomber dans le vieux colbertisme? Est-ce qu'il y a une nouvelle politique industrielle à inventer? Donc, premier rôle de l'État, c'est l'État investisseur dans l'innovation, la formation et le savoir. Il y a un deuxième rôle de l'État, c'est l'État régulateur et catalyseur de changements institutionnels. On sait que dans les pays développés, davantage de concurrence, davantage de flexibilité des marchés, davantage de démocratie dans l'entreprise et à tous les niveaux de l'État, davantage de checks and balances sur les gouvernants, c'est bon pour la croissance économique. Maintenant, question délicate. Comment libéraliser les marchés de façon socialement acceptable? Comment réussir en France la flexisécurité, qu'on n'arrive pas à mettre en place vraiment pour le moment? Comment s'engager sur des politiques macroéconomiques réellement contracycliques, malgré les échéances électorales et le jeu de l'économie politique? Quelle contrepartie demander en échange de l'engagement de l'État à sauver les banques ou entreprises too big to fail? Qu'est-ce qu'on doit demander? Est-ce qu'on doit intervenir dans la structure financière, dans la rémunération des gens qui travaillent dans ces banques? Jusqu'où aller et ne pas aller? Quatrièmement, comment améliorer de manière générale les checks and balances sur les gouvernements, contrôler l'utilisation de l'argent public, évaluer les politiques publiques? Est-ce que l'État doit intervenir dans le secteur des médias? Comment il doit intervenir? Comment il ne doit pas intervenir? Donc ça, je crois que ce sont toute une série de questions très importantes sur ce rôle de l'État comme régulateur et catalyseur de changements institutionnels. Et puis il y a le troisième rôle de l'État, qui est l'État redistributeur et générateur de confiance. Mes collègues Algan et Cahuc ont écrit un livre remarquable qui montre que le degré de défiance est très élevé en France. En France, il y a un grand manque de confiance dans les autres. Il y a un manque de confiance du public dans les institutions. Il y a un grand manque de confiance entre employeurs et employés. Or, la confiance, il y a des études qui le montrent, Alexandra est là et j'ai travaillé avec d'autres, qui montrent que la confiance favorise l'innovation et la croissance. Pourquoi? Parce que quand on a confiance, on échange des idées plus facilement. Et c'est les échanges d'idées qui génèrent la croissance. Quand on a confiance, on travaille plus, on est plus heureux dans l'entreprise, on travaille plus longtemps. Quand on a confiance, on paye ses impôts. Quand on a confiance, on accepte plus facilement des sacrifices. Et quand on a confiance, eh bien, on accepte plus facilement la déréglementation des institutions parce qu'on remplace cette réglementation par des accords directs, des négociations directes entre nous. Alors la confiance, c'est bon. Le problème, c'est comment la générer. On sait qu'une certaine justice fiscale, c'est utile, c'est important pour la confiance. Maintenant, comment avoir une fiscalité plus juste, mais qui doit rester en même temps incitative? Question. Deuxième question, comment investir dans le dialogue et la négociation sociale? Peut-on évoluer vers un système avec des syndicats de services, avec des accords plus flexibles?
Comment faire évoluer les mentalités grâce à des réformes institutionnelles? Est-ce qu'on peut devenir comme la Suède en l'espace de 10 ans en investissant dans des réformes intelligentes? C'est en partie parce qu'ils ont rempli ces 3 conditions, État investisseur, État régulateur et État redistributeur, que les pays scandinaves, je crois, sont parvenus à 3 choses. Les pays scandinaves sont parvenus à faire baisser leur déficit public. La Suède, en 4 ans, a réduit son déficit de 16% de PIB à moins de 3%. Ils sont parvenus à faire ça en préservant leur système de santé et leur système d'éducation. Et parce qu'ils ont réussi à faire baisser les déficits publics tout en préservant leur système d'éducation et de santé, ils ont réussi à maintenir des taux de croissance raisonnablement élevés et à se défendre dans l'économie mondialisée. Peut-être nous montre-t-il la voie à suivre. Para mí es un honor participar en este importante evento y compartir con ustedes algunas consideraciones sobre el tema institucionalidad y crecimiento económico visto desde la perspectiva de la República Dominicana. Permítanme empezar resaltando el hecho de que la economía de la República Dominicana ha sido la más dinámica de la región latinoamericana. Ha crecido a un ritmo promedio anual superior al 5% en los últimos 60 años, lo que posibilitó que en términos per cápita el país avanzara de una posición de cola en los años 50 del siglo pasado hasta convertirse ya casi en un país de ingreso medio alto, que es el promedio de la región de América Latina, similar a los casos de Colombia y Brasil. ¿En qué medida puede asociarse este desempeño a progresos que se hayan registrado en la construcción de una mejor institucionalidad en el país? Hay rastro en la experiencia dominicana que indiquen la validez de la proposición de una relación de causalidad entre ese desempeño del crecimiento económico y progreso en términos de desarrollo en la institucionalidad, buena gobernanza y estabilidad. Desde mi punto de vista, creo que sí, y para fundamentar mi respuesta voy a referirme a lo que ha ocurrido en el país en 5 tipos de instituciones básicas que inciden de forma directa en el funcionamiento de la economía y que influyen de manera determinante en el desarrollo. El primer tipo de instituciones básicas a que me refiero son las instituciones encargadas de solucionar conflictos. Son aquellas que facilitan la integración social y favorecen la cooperación frente a las confrontaciones, ya sean individuales o colectivas, por motivos económicos o políticos, etcétera. Si evaluamos el desempeño dominicano en función de estas instituciones, tenemos que concluir que en estos años se han producido avances importantes en esta institucionalidad. Eso es lo que explica el largo periodo de estabilidad política que hemos vivido en la República Dominicana desde 1950. Salvo los años comprendidos entre 1961 y 1965, los restantes han sido años en los cuales, ya sea por acuerdos políticos o ya sea por una solución autoritaria de los mismos, no se han producido conflictos políticos perturbadores para la dinámica de la economía. En ese contexto, el país ha podido poner en marcha reformas institucionales en el orden económico, político y social que han permitido producir los cambios requeridos para dar respuesta a la cambiante situación internacional. El segundo tipo de instituciones básicas son aquellas encargadas de mantener la estabilidad macroeconómica. Son instituciones vitales para la regulación de los ciclos económicos a través de su funcionamiento responsable y eficaz. Me refiero al papel del Banco Central y de las instituciones fiscales. En el caso del Banco Central de la República Dominicana, se puede afirmar que ha jugado un papel estabilizador del nivel general de precios en la medida en que ha asegurado unos niveles inflacionarios relativamente bajos, adecuadas tasas de interés y tipo de cambio relativamente estable. Hay que destacar que esto ha sido posible debido a una creciente independencia en el diseño de política y en el uso de los instrumentos de política monetaria. En cuanto a las instituciones fiscales, cabe indicar que también se han producido importantes mejorías, lo que han facilitado un manejo adecuado del endeudamiento público y un mejoramiento del sistema de tributación
y se dan pasos para consolidar aspectos referentes a la transparencia y la rendición de cuentas de la política fiscal. En lo relativo al tercer tipo de instituciones básicas, que son aquellas instituciones reguladoras fundamentales para el adecuado funcionamiento de los mercados y que se ocupan de las imperfecciones del mercado, hay que mencionar los avances que se han producido en la regulación del sistema financiero, en la del sistema de telecomunicaciones, en el del sistema de transporte aéreo, en el del sistema de propiedad industrial e intelectual. No obstante, somos conscientes que se requiere mayor formalización de los sistemas reguladores del sector eléctrico, del sector transporte terrestre, del sector seguro y de los órganos reguladores de los aspectos relativos al comercio. El cuarto tipo de instituciones básicas corresponde a aquellas que tienen la responsabilidad de garantizar el derecho de propiedad. Aquí los avances son considerables. El país ha mejorado en forma apreciable su sistema de justicia, tanto en términos de eficiencia como en términos de su independencia de otros poderes públicos, y se han producido cambios importantes en los códigos y leyes destinados a la protección de los derechos de propiedad. Esfuerzos modernizantes se han producido en el ámbito del Tribunal de Tierra, en lo que tiene que ver con su normativa y funcionamiento, así como con el catastro, el mejoramiento de la protección de los derechos de propiedad y la puesta en vigor de una legislación adecuada a la inversión extranjera directa, explica por qué la República Dominicana se convirtió a partir de la década de los 90 del siglo pasado en el principal receptor de esta inversión cuando se compara con los países de Centroamérica y los del Caribe. No obstante, reconocemos que se requieren mayores esfuerzos en la dirección de garantizar un verdadero Estado de Derecho. Finalmente, el quinto tipo de instituciones básicas son las que tienen la responsabilidad para el resguardo social, que implica el mantenimiento de la paz social. Son las instituciones legitimadoras del mercado que proporcionan seguro, protección social y se ocupan de la redistribución, como lo son el sistema de seguridad social y los programas de transferencia condicionada. Estas instituciones son un factor decisivo en la gobernabilidad democrática. En ese orden, la República Dominicana ha venido poco a poco construyendo un sistema de seguridad social cuya cobertura abarca una proporción importante y un acceso de familias dominicanas de niveles medios y bajos que les permiten accesar a servicios de salud de calidad que antes le estaban vedados. También hay que resaltar los programas de transferencia condicionada. No obstante, No obstante, a pesar de todo lo anterior, somos conscientes de que la República Dominicana necesita seguir desarrollando esfuerzos importantes para la consolidación de sus instituciones democráticas, profundizando en la expansión del Estado de Derecho a todos los ámbitos de la vida nacional, mejorando la eficacia del gobierno y la calidad de la regulación y logrando mayor control de la corrupción. Esto permitirá lograr mayores niveles de crecimiento y de que el país pueda dar el salto al desarrollo en los próximos 20 años para beneficio de toda su población. Es en esa dirección que se enmarca la reciente aprobación de una nueva Constitución de la República y el proceso que hoy está en marcha para establecer de manera consensuada una estrategia nacional de desarrollo para los próximos 20 años. Muchas gracias. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Nous allons continuer sur notre parcours avec les expériences politiques en demandant à Sidi Mohamed Ould Boubacar maintenant de bien vouloir à son tour intervenir pour ces quelques courtes minutes. Merci, mais en gardant de quoi discuter après. Merci, je vais tâcher d'être bref. Je sais que les politiques ont une fâcheuse tendance à abuser de la parole, donc je vais être très bref. Ah ben alors je vais vous surveiller encore plus. Donc je vais essayer d'aborder de manière succincte les relations entre la croissance et les réformes institutionnelles, mais du point de vue de l'expérience des pays pauvres, des pays dits à faible revenu. Vous savez qu'ils sont à peu près une cinquantaine de pays dans le monde qui répondent à cette définition, dont plus que la majorité se situe en Afrique. Ce sont des pays qui ont un indicateur de développement humain autour de 0,5. Cet indicateur inclut un certain nombre de paramètres, et en particulier le revenu par habitant qui est inférieur à $2 par habitant et par jour. Les politiques de développement qui ont été mises en œuvre dans ces pays
notamment au cours des 2 dernières décennies, n'ont pas donné les succès attendus, et en tout cas n'ont pas permis d'attirer et de sécuriser durablement les investissements. Je vais ici m'attacher simplement à souligner les difficultés ou les obstacles qui, de mon point de vue, ont empêché ces politiques de porter leurs fruits. Parmi ces obstacles, il y en a un qui a été cité tout à l'heure, c'est que ces réformes institutionnelles ont été inspirées par une philosophie qui souvent fait appel à des modèles institutionnels préétablis, à des normes standards qui souvent ne correspondent pas ou ne sont pas compatibles ou ne sont pas suffisamment adaptés aux conditions historiques, socio-économiques de ces pays. On a eu l'impression, dans certains cas, d'une sorte de greffe qui n'a pas pu prendre. Le deuxième obstacle, qui n'est pas sans rapport avec le premier, concerne le temps. C'est-à-dire que les réformes institutionnelles sont des réformes de longue haleine, parce qu'elles touchent en profondeur, elles doivent toucher en profondeur la culture, les comportements, les mentalités sociales. Et cela nécessite une transformation sur un terme plus ou moins long. Or, ces politiques ont été conçues et mises en œuvre à des termes beaucoup plus courts. Elles ont souvent aussi été des sources de désordre social, parce que qui dit changement institutionnel dit changement de pouvoir ou de groupe dominant dans ces sociétés-là, et l'amélioration générale des conditions de vie, l'amélioration générale des conditions sociales attendues n'est pas venue, a tardé à venir. Et donc on a été en face, dans certains pays, en face à la fois d'un mécontentement des classes qui avaient le pouvoir et une frustration de la majorité qui n'a pas vu les fruits promis de ces changements institutionnels, de sorte que cela a conduit dans certains pays à une instabilité chronique et parfois, malheureusement, à des drames, à des guerres civiles dans des pays, notamment en Afrique. Un autre obstacle est lié aux fortes inégalités qui caractérisent ces sociétés. Les réformes institutionnelles, ou ce type de réformes institutionnelles qu'on a voulu introduire, font appel à l'égalité des chances, enfin, mettent des règles impersonnelles qui sont censées permettre d'ouvrir les chances à tout le monde. Or, dans ces pays, une grande majorité de la population se trouve particulièrement démunie, avec un niveau d'instruction très faible, avec des revenus vraiment précaires, de sorte que ces réformes institutionnelles ont eu tendance à favoriser la minorité qui était déjà relativement privilégiée et qui avait donc la compétition que ces réformes institutionnelles a ouvert. Cette compétition-là était inégale et inégalitaire. Mais je pense que l'obstacle le plus important auquel ont dû faire face ces réformes est surtout lié aux conditions générales de ces pays qui, par définition, font face à des problèmes démographiques très, très complexes, à une insuffisance de ressources, à une faiblesse du capital humain et à un retard technologique. Ces pays se trouvent pris dans ce que certains économistes du développement appellent le piège de la pauvreté, qui les empêche, qui empêche l'impulsion de croissance nécessaire aux conditions même de succès des réformes institutionnelles. Autrement dit, l'importance du rôle de l'aide internationale, l'importance de l'aide internationale
a fait défaut dans la plupart de ces pays, soit parce qu'elle était insuffisante, soit parce qu'elle a été mal adaptée. Je sais que dans beaucoup, qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de plus en plus forte du principe même de l'aide internationale, que certains dénoncent comme étant perverse, et ils en font le procès de manière parfois très, très virulente. Mais je persiste à croire que pour certains pays, en particulier les pays les plus pauvres, ceux qui sont enclavés, ceux qui ont des problèmes démographiques importants, ceux qui souffrent de retard technologique important, cela demeure, demeureront encore longtemps, ont besoin de cette aide pour pouvoir donner cette impulsion nécessaire à la croissance, parce qu'au fond, qu'elle soit adaptée. Bien sûr, et qu'elle soit bien gérée. Et qu'elle respecte tout ce que vous venez de nous signaler, oui. Tout à fait. Mais pour finir, ce qui est important de souligner, c'est que la qualité des réformes, la bonne gouvernance, est peut-être une cause du développement ou du progrès économique, mais elle en est surtout le résultat. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ouais. Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de bonne gouvernance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Avec Yazid Sabeg, revenons vers la France maintenant, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, autre manière de réfléchir aux institutions. Yazid Sabeg, le rôle des politiques sociales notamment. Très bien. Écoutez, la prospérité et le progrès social résultent de politiques publiques, que ce soit dans le domaine de la redistribution, on vient de le dire, les interventions sur le système des prix, la distribution des besoins collectifs, la gestion des biens communs. Tout ça, ce sont des deux domaines qui font l'objet d'objectifs et de pratiques qui doivent être crédibles et cohérentes. Ce sont toutes ces politiques publiques qui... Monsieur Sabeg, pardon de vous interrompre 2 secondes, c'est pas pour vous arrêter encore quand même, c'est pour vous demander à tous d'éteindre vos portables. Il paraît qu'on a des interférences très préoccupantes pour les traducteurs. Merci, j'aurais dû le faire dès le début, merci à tous. À cet égard, donc, seules des institutions crédibles qui peuvent contribuer à une croissance durable et à la prospérité. Une institution n'est crédible que si elle est portée par un dessein politique et une vision de l'avenir qui suscite l'adhésion. Sans adhésion, à mon sens, il ne peut pas y avoir de confiance. Les institutions, leur mode de fonctionnement, et dans notre pays, de plus en plus leur composition, leur représentativité, ne sont que l'expression et le catalyseur, accessoirement le régulateur et l'arbitre des transformations sociales et économiques de notre pays. Donc c'est un sujet extrêmement important. La confiance, finalement, n'est que la traduction d'une adhésion collective à la politique, aux institutions, à leur mode de fonctionnement. C'est ça la confiance, selon moi. En ce qui concerne les principaux obstacles à la réforme institutionnelle, j'en vois 3 ou 4. Je pense que d'abord, il y a la faible crédibilité du projet politique qui conduit à un manque d'adhésion et à une différence dans un domaine tout à fait essentiel, à mon sens, qui est la cohésion sociale et la cohésion tout court. L'instabilité ou l'absence d'intégrité, la sphère politique, le corporatisme, des privilèges injustifiables ou infondés, l'inertie des mentalités, l'intolérance, la peur du changement. Ce sont autant de facteurs qui, à mon sens, freinent l'évolution et la réforme de l'institution. Alors, quels devraient être le contenu, les moteurs éventuels à la
transformation de nos institutions et comment pourrait-on être plus efficace s'agissant de la satisfaction des objectifs nominaux de ce que devrait être une politique notamment sociale cohérente dans notre pays. Je pense que le premier, c'est des politiques d'égalité et d'équité. Égalité sous tous ces aspects. J'entendais tout à l'heure parler du terme d'égalité des chances. Moi, je pense que le terme d'égalité des chances est un mot presque daté. L'égalité des chances n'est qu'une obligation de moyens. Je pense qu'il faut des politiques infiniment plus dynamiques. Je suis pour l'action positive, avec une obligation de résultat. Je pense qu'on peut pas y arriver si on ne passe pas de l'obligation de l'égalité des chances à l'action positive. Je pense qu'il faut un État sobre, intègre. Mais oui, non. Nous parlons de la France. Il nous faut une classe c'est dans le politique, sujet. un État qui soit impartial. Et je pense également qu'il nous faut travailler sur la représentativité de nos institutions. C'est également un facteur important de cohésion dans notre pays. Voilà. Merci Yazid Sabeg, on reviendra. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer la parole à Bo Rothstein, qui est à côté de moi, qui vient de l'université de Göteborg, donc ni politique ni privé, hein, nous avons les deux pendants, et avec qui on va peut-être revenir davantage sur la nature même des institutions, avant de nous tourner vers les avocats. Monsieur Rothstein, s'il vous plaît, vous vous exprimez en anglais. Thank you. Yes, I'm not a politician, I'm a political scientist. Let me first say that we are talking about a very serious problem, and that it's not only related to growth, but to general human well-being. According to a conservative estimation we have done at the Quality of Government Institute that I run in Gothenburg, just concentrating on two areas, yesterday and the day before yesterday, 50,000 people died because bad institutions in just two areas: lack of safe water, lack of basic health care. 2/3 are children. 3 out of 4 children in a country like Tanzania who die out of malaria, a very easily curable disease, have visited modern health clinics, but they have not gotten the treatment they need because the doctors or the health personnel are not there. They are working privately on the side, and they are selling them, giving them fake drugs. So this is sort of a serious problem. I would like to have more than 4 minutes, but since I have only 4 minutes, I will do my very best here. First, this type of institutions that we have defined as impartial or impersonal are very rare, both historically and contemporary. We are talking about basically Europe north of the Alps and west of the Elbe. We are talking about North America, maybe north of Rio Grande, I would say north of Illinois. We are talking about Australia, New Zealand, Singapore, Hong Kong. That's about 15% of the world population that live under reasonably trustworthy, reliable, uncorrupt institutions. So this is the institutions that economists usually take for granted are very rare things. Secondly, such institutions cannot, will not be constructed by agents working from the template that they learn in economic textbooks. Self-interest, utility maximizing agents will not be able to create such institutions, because they will fall for the temptation to free ride, hoping that all other agents are paying for these institutions and obeying the institutions, but they will use whatever they can not to. Secondly, if such institutions for other reasons are established, such agents that are produced by business schools will try to destroy them. Now let me say, this is not the academic and theoretical proposition. If you
take the recent economic crisis. Let's go back to April 2008. No, sorry, April 2004, when the 5 big investment banks met with the American Securities and Exchange Commission on Wall Street. This was a short meeting, about 2 hours, and those banks, of which now only 2 exists, used their political power to pressure the Securities and Exchange Commission to take away the rules that were established how much reserves they should keep in order not to take unnecessary risks. So they basically destroyed the regulation, the institutions that were there to help them preserve the markets. Danny Kaufman, the former economist at the World Bank, has analyzed this under the label legal corruption. The third is that econometrics here, which is the standard way that these problems are used, is not helpful. First, it's based on the wrong theory of human agency, namely that humans are self-interested utility maximizers. All the empirical evidence coming out from experimental work show the opposite. Humans are basically reciprocal, meaning that they are prepared to collaborate with others for good institutions if they can count that the others will reciprocate and also collaborate. And this means it can go both ways. Secondly, if you look at the econometric research that is coming out, and let me take one of the big shots. Let's take Alberto Alesina, head of the Department of Economics at Harvard. When they do the econometric work, they come out with the following result. Big government is bad for good governance. Now, this is patently wrong. If you look at, for example, the Scandinavian states, where I'm from, you can say many things about them, but they are not small government. And year after year after year, they come out on top of anything that you can measure for good governance. Secondly, if you really would like to look at sort of bad governance, go to the really small states, go to Nigeria, go to Somalia, go to Pakistan. There you will have it. So what's coming out from economic research here is really, really not helpful. It's basically detrimental both to the construction of good government institutions and to the analysis of good government institutions. Thank you. On va passer maintenant donc à la partie plus privée de notre discussion autour des institutions avec les avocats présents ici. Georges Terrier, donc Lionel Zinsou, Van Laan, qui commence, Monsieur Terrier, si vous le souhaitez, peut-être en vous rapprochant de tout ce qui vient d'être dit, en faisant la part entre public et privé. Oui, merci beaucoup. La confiance, l'adhésion, effectivement, ça a été dit par Philippe Aghion, ça a été rappelé par Yazid Sabek, c'est essentiel. Mais au niveau de la réflexion institutionnelle ou juridique, la question doit être peut-être appréciée de façon un peu plus technique, légèrement technique, rassurez-vous. Pour ceux qui fréquentent le cercle depuis plusieurs années, rappelez-vous les mois qui étaient le nôtre, en tout cas pour les juristes intéressés par l'économie du droit, en prenant connaissance il y a quelques années de plusieurs rapports successifs de la Banque mondiale, Doing Business, au terme desquels l'appréciation que cette agence de notation qui s'érigeait comme telle à ce moment-là, donnée au système juridique français, la note était piètre, était négative par rapport à la potentialité de croissance. Depuis, la crise est arrivée, et la crise a eu au moins 3 vertus. La première vertu de la crise, c'est de donner à la croissance désormais une définition, un objectif, une finalité, que la croissance ne suffit pas en tant que telle, il faut une croissance saine et durable. Saine et durable. La deuxième vertu, c'est que la crise a obligé à rechercher la mise en œuvre d'une méthode d'accélération, bien évidemment, et des métamorphoses du contexte juridique et institutionnel. Et à cet égard, au niveau de 2 réflexions peuvent être conduites, et il faut les conduire, d'ailleurs ça a été abordé, mais systématisons-les un petit peu. Premièrement, au niveau des institutions de régulation. On a parlé de défaillance du régulateur dans toute cette affaire de crise.
Non, la défaillance du régulateur, les régulateurs ont fait leur travail, mais c'était plutôt la défaillance des systèmes de régulation qui n'étaient pas adaptés à la problématique. Et aujourd'hui, nous constatons, et c'est peut-être pas suffisamment médiatisé, et c'est un élément d'espoir sociétal, d'adhésion, de confiance précisément très important, à une véritable métamorphose des autorités de régulation, notamment en France et même au niveau européen. En France, rapidement, aujourd'hui, on assiste à la mise en œuvre d'un dispositif de régulation qui se caractérise par des qualités que nous ne connaissions pas, lisibilité. Aujourd'hui, les autorités, leurs missions sont connues, leurs compositions sont connues, même leur finalité, leur convergence également avec d'autres institutions. Et ça, c'est très important, c'est la première qualité, lisibilité. La deuxième qualité, c'est la transversalité. Aujourd'hui, on assiste notamment au niveau d'une nouvelle autorité qui vient d'être mise en œuvre depuis janvier 2010, l'autorité de contrôle prudentiel, à une véritable transférabilité à deux niveaux, sectoriel d'abord. On fusionne les activités d'assurance et de banque, tant au niveau du contrôle qu'au niveau des agréments, pour enregistrer les nouvelles entreprises. Et cela s'accompagne donc transversalité, lisibilité par une grande convergence, je m'explique, c'est-à-dire que toutes ces autorités convergent dans le cadre d'une nouvelle autorité un petit peu surabondante, mais pas du tout, qui va être mise en place dans le cadre de la loi de régulation financière qui est en train d'être votée à l'Assemblée, qui est le Conseil de régulation financière et du risque systémique, qui permet à tout ce monde de se retrouver, à l'aune également de l'avis et des recommandations du Comité européen du risque systémique, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons lisibilité, nous avons transversalité, nous avons convergence, et tout cela a un prix toutefois. Il faut bien le reconnaître, et j'en parlais ce matin avec un ami qui, au plan comptable, lui, est tout à fait sensible à cela, c'est une reprise en main par l'État, c'est vrai, de toute cette régulation, dans la mesure où il est clair que cette convergence exclut peut-être, en tout cas dans un premier temps, l'autonomie de certains secteurs professionnels, comme la comptabilité ou comme d'autres secteurs, qui pouvaient penser que la régulation, ils étaient capables de la faire. Ils étaient certainement capables de la faire, mais pas d'une manière globale, comme la crise et comme la mise en œuvre d'une nouvelle régulation doit se faire. Ça, c'était le premier point sur la régulation. Donc une métamorphose avec un espoir positif dans cet esprit. Il y a eu un second thème et un second niveau de réflexion, c'est l'entreprise elle-même, parce que la création de valeur se fait quand même au niveau de l'entreprise. Et là, nous assistons depuis 2 ans, un petit peu avant la crise, accéléré pendant la crise, et peut-être aussi un petit peu caché par des problèmes qui ont été médiatisés, tels que la rémunération des dirigeants, qui a obstrué toutes les colonnes des magazines, et de façon un peu inutile, bien que souhaitable, c'est le problème de la gouvernance. Aujourd'hui, nous assistons à la mise en œuvre en Europe de systèmes de gouvernement d'entreprise. En France, la FEP et le MEDEF s'y est employé avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de pragmatisme, mais de détermination, avec précisément un mécanisme d'adhésion et non pas un mécanisme impératif. C'est un succès. La plupart des entreprises cotées, notamment du CAC 40, y ont adhéré, je pense toutes d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons un code de gouvernement d'entreprise qui pèse sur les structures des sociétés dans la perspective aussi d'une création de valeur. Et c'est extrêmement intéressant parce que, au-delà des dispositifs techniques, de droit des sociétés, nous voyons que dans tous les préambules des codes, la création de la valeur actionnariale à long terme est privilégiée. Le code AFEP-MEDEF parle même de l'image des entreprises pour séduire les investisseurs et le public. Les Allemands vont bien sûr, selon une démarche habituelle, plus loin, puisqu'ils intègrent dans les stakeholders et les fournisseurs et les clients et les salariés. Cette démarche de création de valeur est extrêmement importante. Et elle est rendue possible au niveau de la composition des conseils d'administration. Nous assistons à une diversité des talents, la féminisation des conseils d'administration, qui d'ailleurs se prolonge en termes d'internationalisation, car la féminisation se fait souvent de façon indienne chez Alstom, de façon chinoise chez AXA, et dont on s'aperçoit que la féminisation est un vecteur, un support qui permet en fait une ouverture. Il y a également le deuxième thème de l'indépendance des administrateurs, thème qui peut susciter beaucoup de réflexions en termes de convergence stratégique, de responsabilité des conseils d'administration, mais qui en soi permet un thème d'ouverture qui, au-delà de la morale, au-delà de l'éthique, au-delà de la déontologie, crée au sein des conseils un processus d'élaboration des décisions qui suppose à la fois une plus grande pédagogie, une plus grande lisibilité et une plus grande adhésion. C'est dire aussi que cette façon Mais cette façon de concerner va entraîner bien évidemment une modification de la démocratie actionnariale, des comportements des acteurs, des actionnaires, des fonds, bien évidemment toujours tournés vers une création de valeur qui est désormais affichée. Merci beaucoup.
Lionel Zinsou, à présent, autre point de vue. Nous sommes toujours du côté du droit d'affaires. Oui, merci Dominique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais, Dominique, si vous me permettez, parler du sujet, mais en africain, puisque j'ai pris cette habitude dans cette enceinte. Et alors, on va être un peu plus pragmatique, et je vais parler sous le contrôle de mon ami et frère Sidi Mohamed. Alors, je vais vous raconter un conte béninois. Je vais vous raconter le conte tout simple d'un apiculteur que je connais, qui a 5 ruches, et qui veut avoir 50 ruches. Et alors, par chance, nous nous sommes rencontrés. En fait, nous nous sommes rencontrés parce qu'il habite dans une commune de 100 000 habitants. C'est grand pour une commune, mais on a décidé de transformer toutes les sous-préfectures en communes. On a fait une réforme de décentralisation efficace, parce qu'on avait des communes à la française, puis on a pensé, non, 77 sous-préfectures, ça va faire des échelons efficaces. Au fond, donc, on a fait une réforme très très utile pour les entrepreneurs. Alors dans cette commune sont nés mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est une commune qui va poser des problèmes pour les futurs doctorants en sociologie, parce que c'est ce point de confluence au centre de l'Afrique de l'Ouest où le tiers de la population est animiste, le tiers est musulmane, le tiers est chrétienne, avec une montée très forte du protestantisme. Donc c'est l'éthique protestante, c'est Max Weber tropical, mais légèrement syncrétique, et qui doit fabriquer des entrepreneurs. Et donc il y a cet apiculteur, il est dans cette ville, Savalou, et il vient me voir, et moi je suis venu avec des gens délégués par la région Picardie. Ouvert. Ah non, vraiment pas. Bon, personne sur cette table n'a son téléphone ouvert. Bon, bah, je sais pas, on me signale qu'il y a des problèmes de traduction à cause d'interférences, peu importe. Et donc, pardon. Non, je vous en prie, c'est plus important. Et donc, on s'éloigne du compte. Non, pas du tout. Non, parce que, mais enfin, à Savalou, en fait, il n'y a pas de problème d'interférence parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau mobile. Mais enfin, c'est imminent, ça arrive, grâce aux Sud-Africains de MTN. Alors donc, notre apiculteur, il a rencontré qui ? Il a rencontré en fait de la coopération décentralisée. Il a rencontré un projet de la région Picardie qui est d'aider les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, sur le terrain, en plein centre du Bénin, par une coopération directe avec la collectivité locale, c'est-à-dire avec la commune élue. Et en fait, la démocratie, ça pose sûrement des problèmes, c'est sûrement, s'il dit, pas très adapté aux traditions historiques, mais enfin, c'est extrêmement pratique au niveau communal. Parce que vous savez, l'alternance dans ce pays qui est démocratique, le Bénin, c'est très important pour l'environnement des affaires, l'alternance nationale, le contrôle démocratique, mais enfin, c'est très, très, très utile au niveau de l'élection du maire et du conseil municipal. Et c'est très bien de faire des ponts entre une vraie décentralisation locale en Afrique et une vraie décentralisation active et une coopération décentralisée en Europe. Ça, c'est des changements institutionnels qui, sur le terrain, permettent d'atteindre beaucoup plus facilement que des coopérations institutionnelles d'État à État le sujet qui est d'encourager le secteur privé. Bon, moi je me suis associé, on a créé une société coopérative de droit français avec quelques entreprises, on a appelé ça Solidarité Entreprise Nord-Sud, et au fond on a décidé de faire du micro-private equity. Il a besoin de passer à 50 ruches, il a besoin de 50 000 euros, il ne les trouvera pas. Vous ne trouvez pas 50 000 euros. Vous trouvez plus facilement 50 millions d'euros pour le développement que 50 000 euros. 50 000 euros c'est trop, c'est plus que du microcrédit, c'est pas assez pour le système financier. Il faut créer quelque chose entre les deux. Un système un peu associatif et un peu décentralisé est un système efficace pour atteindre l'entrepreneur. On va lui prêter, on va lui en fait lui donner en capital 50 000 euros. Pourquoi pas en dette? Parce que les banques ne prêtent pas en Afrique. Comment nous allons faire? Nous allons lui prêter 50 000 euros. S'il est vivant, dans 5 ans, les dettes viendront parce que les banques refinanceront. Parce que les banques ne prennent pas de risques. Nous appliquons un BAL 3 extrême. Nous avons des banques qui prennent des risques en investissement en Afrique de l'Ouest, sous le contrôle de la Banque centrale, en mettant 3 fois les investissements en volume de fonds propres.
Nous sommes des extrémistes de la non-transformation. Nous avons été totalement épargnés par la crise financière, puisque nous convertissons de l'épargne extrêmement longue dans des pays qui font des taux d'épargne de 20% en emploi bancaire extrêmement court. Nous avons un système totalement surliquide et nous avons des entrepreneurs qui ne trouveront jamais 50 000 euros. Quand ils auront fait la preuve de leur survie, on refinancera le capital. Nous ne sortirons pas en bourse de cet investissement. Oui. Si cet investissement n'est pas perdu, il sera refinancé par les banques une fois qu'elles n'auront plus aucun facteur de risque. Voilà ce que je voulais vous dire. L'État, dans cette affaire, on ne le rencontre pas. La question de la confiance dans l'État, elle est très faible, la confiance dans l'État. L'État, on l'évite. Au Bénin, on fait 5% de croissance sans l'État. Si l'État était plus important, c'est-à-dire s'il prélevait plus que 17% du produit national brut. Donc si on faisait les réformes institutionnelles, notamment qu'on appliquait les programmes d'aide de la Banque mondiale pour rendre plus efficace la collecte de recettes fiscales, alors l'État nous dérangerait plus sur le terrain. Nous rencontrerions tout ce que nous rencontrons chaque fois que nous avons affaire à l'État. Heureusement, mon apiculteur, il veut 50 ruches pour envoyer son miel jusqu'à la capitale qui est à 200 km. S'il voulait l'envoyer de l'autre côté de la frontière, il rencontrerait la douane, il rencontrerait la fiscalité de porte, il rencontrerait l'État. Et il n'aurait jamais ses 50 ruches. Il n'aurait pas confiance, il n'aurait pas ses 50 ruches. Je vous remercie. Merci Lionel Zinsou. On termine donc avec Madame Yan Lan, également avocate, un cabinet français, mais elle est à Pékin. Et on parle de la Chine, par où, au fond, nous avons commencé notre réflexion. Là aussi, beaucoup à dire sur la manière dont on se sert ou pas des institutions. Madame. Merci. D'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous pour discuter ce grand sujet et pour essayer de vous donner une synthèse en 4 minutes sur l'évolution de 30 ans, réforme de 30 ans de la Chine. Est-ce qu'il y a un modèle chinois? Certes, beaucoup d'économistes disaient que la Chine était une exception du consensus de Washington. Mais quel est le modèle chinois? En 2 mots, il s'agit d'un pays fort avec une libéralisation progressive du commerce, des transactions financières, avec donc une transition progressive de l'économie planifiée en l'économie donc du marché. Et la Chine, depuis 30 ans, a adopté une attitude, une approche pragmatisme. Ce pragmatisme se traduit par 2 dictons, si je peux résumer. Le premier dicton, c'est ce fameux phrase de Deng Xiaoping qui dit peu importe la couleur de chat, noir ou blanc, pourvu qu'il attrape les souris. Autrement dit, quel que soit le système, communisme, socialiste, capitaliste, pourvu que les Chinois pouvaient manger à leur faim et pourraient augmenter leur niveau de vie. C'était situé, cette phrase est lancée, est dit pendant les années 60, fin des années 70, c'était justement au moment où la Chine sortait de la révolution culturelle et sortait 30 ans de régime communisme rigide. Et à ce moment-là, l'approche de Deng Xiaoping a écarté tous les débats politiques, idéologiques, doctrinales, pour se concentrer sur la réforme de l'économie en Chine. Et dans ce processus de réforme, donc on en résume par un autre dicton chinois que hier, donc mon collègue André Tien a parlé, c'est tâtons les pierres pour traverser la rivière. Qu'est-ce que ça signifie? En effet, c'est une approche, une méthode de mener la réforme progressive et par des essais. Tout d'abord, on a établi des zones d'essais, pour les projets pilotes, zones économiques spéciales, à petit échelon pour essayer
innover, inventer des méthodes pour trouver donc la bonne solution avant d'appliquer à grand l'échelon national. Et donc, ce qui permet, avec cette approche pragmatisme et progressif, une stabilité macroéconomique et une confiance pendant 30 ans de développement en Chine. Et un exemple que je pourrais vous citer, si encore, pour conclure, oui, merci. Non, allez-y. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure, un exemple que, si vous voulez, je peux revenir, c'est sur l'installation de la protection juridique de propriété privée. C'était pendant 30 ans. En 68, dans la constitution chinoise, la protection était protection des revenus légaux des citoyens. Et jusqu'à 2004, c'était la première fois la constitution chinoise a inséré une clause claire et certaine pour protection des droits de propriété privée et insérer le système de compensation d'État en cas d'expropriation. Donc, cela démontre le temps que les autorités chinoises prennent pour avancer. Aujourd'hui, je conclus par une grande question. Est-ce que ce modèle chinois, qui a fait un grand succès, la Chine, pendant 30 ans, pourrait être durable? Et ça, c'est la question que tout le monde pose. Et je pensais qu'une partie de début de réponse pourrait se trouver dans les politiques récemment lancées par les autorités chinoises, dans une nouvelle vague de privatisation, si j'ose dire, c'est encourager les entreprises privées dans les secteurs publics et établir des lois et des réglementations plus transparentes, équitables pour les entreprises privées, etc. Et donc, et aussi se trouve dans son nouvel plan qui est en train de préparer, 12e plan quinquennal, qui vise à réduire le fossé entre la ville et la campagne, qui était de plus en plus grave, de plus en plus grande, et qui vise à aussi lancer l'urbanisation avec un taux 1% de croissance progresse chaque année. Dans les 5 ans à venir, cela signifie 10 millions de paysans deviendraient donc s'installer dans des villes citadins. Et donc ces nouvelles politiques visent aussi à redistribuer les recettes de manière plus équitable et changer le rôle du gouvernement. Et tout cela, on constate très intéressant. Dans ces politiques, on pourrait constater quand même tous ces principes de base. Et donc pour conclure, je dirais la Chine va s'évoluer et évoluer son modèle de croissance et changer son modèle de croissance, mais ce qui est sûr, c'est toujours de manière pragmatique. Merci. Merci beaucoup.